j'adore dans l'écriture, c'est justement ce moment où on n'est plus soi-même, on rentre dans la tête du personnage principal. C'est presque médiumnique, c'est presque méditatif comme état. Et cette abolition de l'ego, cette abolition de soi, au moment où l'histoire, où le personnage devient plus réel que soi-même, c'est un état de grâce de l'écriture que je recherche avidement. Et c'est devenu presque une drogue. Bonsoir Victor Dixen. Bonsoir. Je suis ravi de vous rencontrer ce soir. Alors c'est le salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, qu'on appelle le SLPJ pour les intimes. Oui, c'est ça. Moi je l'appelle le salon de Montreuil. On peut le dire comme ça aussi. Ma première question, c'est que j'ai lu plusieurs fois que vous aimiez écrire la nuit. Alors déjà, je voulais savoir si c'était vrai et je voulais savoir pourquoi. Alors c'est tout à fait vrai. Ça vient de mes insomnies. J'étais et je suis encore insomniaque. Je me débattais beaucoup avec ce problème lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais enfant et adolescent. J'en faisais même une maladie, pour ainsi dire. J'ai fait un certain nombre de nuits en hôpital, dans ce qu'on appelle les cliniques du sommeil. Vous savez, on vous met des électrodes sur la tête, des sangles thoraciques abdominales pour mettre le sommeil en adéquation, essayer de trouver ce qui ne va pas. Dans mon cas, on n'a pas vraiment trouvé. Il y avait des petits troubles neurologiques peut-être, mais finalement, au début de l'âge adulte, je me suis dit que ce temps que j'avais en plus, la nuit, au lieu de me retourner dans mon lit, j'allais le mettre à profit pour écrire. Finalement, ça a réglé le problème. J'en fais plus une maladie du tout et c'est devenu mon terrain de jeu, mon territoire d'écriture. Lorsque je me mets à ma table de travail la nuit, rien d'autre n'existe que l'histoire que je suis en train d'imaginer. Rien ne vient m'en sortir. Tout est plongé dans l'obscurité, il n'y a pas un bruit. Et c'est tellement facile de se couler dans l'imaginaire à ce moment-là. Donc j'adore écrire la nuit et j'adore lire la nuit aussi. Je pense que c'est un moment où l'imagination peut s'envoler sans aucune contrainte. Je pense que vous devez faire des envieux chez beaucoup d'autrices et d'auteurs qui n'ont pas le temps pour écrire. Et oui, alors je me disais effectivement, la nuit, c'est le lieu du mystère finalement, puisque dans la journée, chacun vaque à ses occupations, on est tous très occupés, et puis notre attention peut être happée par justement les choses du dehors. Mais la nuit, c'est propice justement ça éveille chez vous des choses. Il y a deux choses, effectivement. Il y a d'une part le fait qu'on n'est pas sollicité par d'autres choses, il y a moins de stimuli, donc ça permet justement de décoller du réel pour inventer une autre réalité. Et après, il y a le mystère intrinsèque de la nuit, vous en parliez aussi. De tout temps, l'homme a projeté des fantômes dans la nuit, des présences. Ce qu'on ne voit pas, on l'imagine, c'est notre nature humaine qui nous y pousse. Donc en soi, la nuit, je pense, engendre l'imagination, engendre les rêves et les fantômes. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez vous aussi, c'est cette imagination, je vais dire débridée. Je ne sais pas si le mot vous plaît ou pas, mais donc vous prenez Louis XIV... Je l'assume complètement, parce que débrider, étymologiquement, c'est enlever la bride, effectivement, et c'est laisser la cavale de l'imagination... partir au triple galop, et oui, j'ai envie de partir très loin sur le dos de mon imagination. Il y a deux exemples que j'aimerais donner à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Notamment, alors vous avez pris Louis XIV et les vampires, et vous avez fait de Louis XIV un vampire. Vous avez pris cette crise là, qui revient souvent des algues, par exemple, et vous avez imaginé une dernière terre entourée d'algues, un peu qui viennent comme ça... pourrir la vie des gens au sens propre. Et puis dernier exemple que j'aime beaucoup, et voilà, vous avez pris la thématique du voyage sur Mars, qui est une thématique on va dire qui est traitée assez souvent, mais alors vous de la SF. Vous allez chercher aussi la télé-réalité quasiment et le matchmaking et vous faites toute une saga avec ça. Voilà. D'où ça vous vient toutes ces... Alors la manière dont vous l'exprimez, ça me fait penser à des théories de la créativité, les gens qui essayent effectivement d'expliquer d'où viennent les nouvelles idées. Et j'ai lu quelque part que souvent l'originalité, c'est pas une idée qui jaillit d'elle-même comme ça de nulle part, c'est souvent la mise en relation de choses qui n'étaient pas connectées jusqu'à présent. Ainsi, l'exemple de Phobos, la conquête spatiale, la première mission sur Mars, ça a été beaucoup traité en science-fiction. La télé-réalité, la société du média dans laquelle on vit, c'est notre quotidien. Mais mettre les deux ensemble, les télescoper et pousser ce présupposé jusqu'à ses conséquences ultimes, ça, c'est ce qui fait l'originalité de Phobos. La première mission vers Mars, qui est entièrement financée par la télé-réalité, filmée 24 heures sur 24, avec tous les enjeux politiques, médiatiques qu'il peut y avoir derrière. C'était le point de départ. C'est vrai que quand j'ai commencé à écrire Phobos, on parlait de Mars de plus en plus comme la prochaine frontière du genre humain. Il y avait la même ébullition un peu que celle qu'on a connue autour de la Lune dans les années 60. Je me suis dit que c'était le moment pour un écrivain d'imaginer comment ça allait se passer avant que ça n'arrive pour de vrai. Et au même moment, j'ai pris conscience de tous ces écrans qui nous entourent ici sur Terre, cette télé-réalité, ces réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de télé-réalité sur Mars. J'ai l'impression que vous prenez le contre-pied. Donc, par exemple, le roi Louis XIV, le roi Soleil. Donc, et hop, en fait, ça devient le roi de l'ombre, des ténèbres. Alors là, oui, je me suis beaucoup amusé à renverser les symboles de la monarchie française dans ce qu'elle a de plus statufié, comme on l'apprend dans les
dans les manuels scolaires, hein, on a une image toute faite du grand siècle, comme on dit, avec ses ors. Et ben moi, j'ai voulu en livrer une version beaucoup plus sombre. Mais je me suis rendu compte en faisant des recherches qu'il y avait justement un envers sombre du grand siècle qu'on apprend beaucoup moins. C'est l'époque, en fait, de l'intolérance religieuse, avec la révocation de l'édit de Nantes, aussi de l'instauration de l'esclavage dans les colonies. C'est aussi l'époque où on a le plus pratiqué la sorcellerie en France, qu'on ne sait pas du tout. On se souvient peut-être de l'affaire des poisons. Il y avait énormément de scandales, comme s'il y avait un retour de l'irrationnel au XVIIe siècle, à l'orée du siècle des Lumières. Et toute cette partie obscure du grand siècle, j'ai essayé de la mobiliser, tout en rendant grâce en même temps au grand siècle pour la richesse culturelle qu'il nous a apportée. Il y a vraiment un rapport ambigu à cette période de notre histoire que j'ai essayé d'aborder de front dans cette série. La fantasy, ça permet ça, quoi. La littérature de l'imaginaire, de traiter des sujets qui peuvent paraître épuisés et en fait de les renouveler. Oui, vous aimez bien ce terme, littérature de l'imaginaire, c'est votre truc. Complètement, en tant que lecteur, et souvent les auteurs choisissent un genre parce que déjà en tant que lecteur, c'est ce qu'ils aiment lire. Je lis plein de choses différentes, je lis aussi de la littérature blanche, des essais, mais je retourne toujours à l'imaginaire. Comme si mon âme avait besoin de ce matériau, de cette nourriture, et c'est ce que je préfère écrire aussi parce que ça permet de vivre finalement plusieurs vies en une et même plusieurs mondes en un. J'ai lu aussi quelque part, je ne sais plus exactement, que c'était Tolkien donc, qui vous avait donné une forme de déclic. Alors il y a eu plusieurs, dans une vie d'auteur, effectivement, il y a des chocs, il y en a eu plusieurs. Si je remonte vraiment dans mes souvenirs, c'est les contes de fées. Et je reviens toujours aux contes. J'ai essayé de tourner autour, d'ailleurs, dans certaines séries, comme Jack Spark ou Animal. C'est ces histoires qui semblent simples en surface, mais qui ont tellement de sens qu'on peut les lire et les relire, on en retire toujours quelque chose. Et après, il y a eu Tolkien, effectivement, à l'adolescence. À 13 ans, j'ai lu pour la première fois Le Seigneur des Anneaux. Et là, j'ai pris conscience du pouvoir démiurgique de la littérature. Qu'on pouvait créer des mondes qui, le temps de la lecture, paraissent aussi réels, voire même plus réels que notre monde, qui nous happent complètement. Moi, quand j'étais dans Tolkien à 13 ans, le monde n'existait plus. La profondeur historique qu'il a réussi à créer dans son univers, la profondeur culturelle est vraiment hallucinante. Et j'étais tellement mordu de tolkienisme que je suis parti pour la première fois en Angleterre à cette époque acheter des dictionnaires delphiques qu'on ne trouvait pas en France. Tolkien était linguiste par ailleurs, il a créé même plusieurs langues elfiques. Et à l'époque, mon elfique était assez bon, hein, assez fluent comme on dit. Et j'avais un camarade dans ma classe qui était aussi complètement dans le même trip. Et on pouvait écrire le Sindarin et le Kenya. Donc on se faisait passer des mots que les profs, bien sûr, ne pouvaient pas déchiffrer en Kenya et en Sindarin. Mais ça a un peu rouillé maintenant, je n'ai pas pratiqué ces dernières années. Oui, alors, ça me fait penser justement, vous avez dit créer des mondes. Et, donc ça vous fait pas peur justement, la durée, les plusieurs tomes, ce côté comme ça justement un peu énorme. Alors au contraire, ça me stimule vraiment et pour plusieurs raisons. Déjà, je reviens toujours à mes goûts de lecteur parce que j'aime ça en tant que lecteur. Vous savez, on vit dans un présent où le temps est extrêmement morcelé du fait de l'hypermodernité, de l'hyperconnectivité. On a toujours des notifications qui nous tombent dessus, on est entouré d'écrans et notre temps est complètement atomisé. Et la lecture, pour moi, c'est un acte de résistance pour se réapproprier son temps, pour se réapproprier le temps long, et d'autant plus la littérature de l'imaginaire qui souvent s'exprime sous forme de saga. On va rester avec des personnages dans des mondes pendant des mois, pendant des années. Et ça, c'est un moyen de retrouver le temps long et même parfois le grand temps. Là, c'est un concept anthropologique de Mircea Eliade, c'est le temps du mythe, le temps des contes, justement, le grand temps, lui, qui est immuable. Et ben, on peut s'y reconnecter par la littérature et surtout les littératures de l'imaginaire. Donc voilà, ma respiration naturelle comme romancier, c'est la saga. Et on l'a oublié, mais c'était la respiration qu'on avait dans notre histoire littéraire, la littérature populaire du 19e siècle, c'était les mystères de Paris, enfin, des grandes sagas comme ça. Je pense que ça correspond à un vrai besoin des lecteurs, en tout cas de moi en tant que lecteur. Quand vous écrivez, est-ce que vous vous nourrissez d'autres auteurs ou est-ce qu'au contraire, bon, vous êtes un lecteur, comme vous l'avez déjà dit, mais est-ce que vous mettez tout ça de côté quand vous écrivez vos propres romans? Ou est-ce que justement, même en écrivant, vous avez besoin parfois d'aller vous replonger dans... Oui, je cloisonne pas du tout. Il y a certains auteurs effectivement qui ne veulent pas lire quand ils écrivent pour justement pas être parasités par des bruits. C'est pas mon cas. Je suis mes personnages, je suis mon histoire et au contraire, j'aime bien me nourrir et nourrir mon histoire d'auteurs que j'ai admirés et qui m'ont nourri moi-même. Et j'aime bien convoquer des références littéraires dans mes romans. Vous parliez tout à l'heure de ce monde envahi par les algues d'Extincta, qui est un monde post-apocalyptique très lointain, distant de plusieurs siècles dans le futur, que j'ai bâti
en extrapolant les pires prédictions des climatologues, des zoologues, des biologistes sur l'effondrement écologique que nous sommes peut-être en train de vivre. Et j'imagine ce monde où l'humanité finalement a régressé à un stade néolithique, a perdu tous ses repères du passé, et c'est l'histoire de l'extinction de l'espèce humaine. Les derniers humains ont trouvé refuge tout au nord du monde, sur les dernières terres, l'archipel du Svalbard, qui est des dernières terres encore relativement habitables. Et dans ce monde dénué de tout, mes personnages, on va suivre 2 personnages qui font un grand périple, le dernier voyage de l'humanité, vont tomber sur des vestiges du passé, des livres miraculeusement conservés. Ils vont réussir à les déchiffrer très laborieusement et à découvrir le sens de la poésie. Et ils vont tomber sur Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui est un livre qui m'a énormément marqué à l'adolescence et auquel je reviens encore et toujours. C'est un livre vraiment comme un conte, pour le coup, intarissable, et également les poèmes d'Emily Dickinson. Et ça va complètement transformer ces personnages. Et j'ai bâti finalement tout le livre, tout le roman autour de ces 2 références poétiques, si bien que mes 2 personnages principaux, Océréan et Astrea, vont peu à peu endosser la personnalité pour l'un du prince des nuées, donc en référence à l'Albatros de Baudelaire, et l'autre de l'étonnante voyageuse, également un poème de Baudelaire pour Astrea. Et oui, d'ailleurs, en incipit, vous avez mis un passage de Baudelaire, mais alors c'était presque un projet de roman non écrit. Ça, je me suis dit, tiens, alors c'est le programme. Alors oui, exactement. C'est qu'on sait que Baudelaire s'est souvent présenté comme l'homme d'une œuvre, Les Fleurs du Mal. Il a écrit plusieurs autres choses, des poèmes en prose, mais il y a quand même Les Fleurs du Mal qui restent. Et il n'a jamais fait œuvre de romancier, alors qu'il avait ce désir, mais la vie ne lui a pas permis de le faire. On a retrouvé dans ses papiers de son héritage ensuite des petits débuts de romans, des incipits, et notamment un incipit d'un roman qui se serait appelé Les Derniers Hommes, sur un monde dévasté où il y aurait des cités-États qui se livreraient des guerres fratricides. Et ça a été le déclic pour cet univers. Donc effectivement, la jeunesse d'Extincta, il faut remonter à Baudelaire, ce roman qu'il n'a jamais écrit et que j'aurais aimé lire, et qu'à ma manière, très humblement, j'ai essayé peut-être d'inventer. Et puis on revient à une société de classe là, très hiérarchisée. Et, de classe, avec des esclaves. Je dirais même de caste. On est dans quelque chose de très atavique comme ça. En le parcourant, je me disais justement... alors là, bon, évidemment, on est dans un salon de littérature jeunesse. Je me disais que celui-ci, peut-être... Est-ce qu'il est vraiment jeunesse ? Il est... Vous savez, tous mes romans, ils sont jeunesse par leurs protagonistes. C'est-à-dire que je mets en scène des personnages qui sont à la fin de l'adolescence, à l'orée de l'âge adulte, parce que c'est quelque chose qui m'inspire énormément. C'est très romanesque. C'est le moment de la vie où on prend conscience de son existence, que c'est un temps limité qu'on a pour exister sur Terre. On décide aussi de son identité, de qui on veut être, de peut-être comment on veut transformer le monde. Donc c'est l'âge de tous les possibles. Des premiers succès, mais aussi des premiers échecs qu'on doit assumer. Donc moi, ça m'inspire follement. Et c'est pour ça, sans doute, que mes romans sont classés en jeunesse. Mais ensuite, on peut les lire à tous les âges, parce que cet adolescent qu'on a été, on s'en souvient. Et ce frisson existentiel, on peut le ressentir à toutes les époques de la vie. Oui, après, bon, c'est vrai que c'est un problème de plus de classification éditoriale, voilà. Au final. Et vous-même, vous cherchez à vous reconnecter à des sensations que vous auriez pu éprouver à cet âge-là, ou vous avez une technique comme ça de... vous replonger dans le passé ou pas tant à ma propre adolescence, même si ça survient, on se nourrit de ses souvenirs, effectivement, de ses sensations. J'écris plus pour sortir de ma peau. J'essaie d'inventer des personnages principaux qui sont au contraire différents de moi. J'essaie pas de faire œuvre d'autofiction. Ce que je veux, c'est de la fiction avec un F majuscule. Et ce que j'adore dans l'écriture, c'est justement ce moment où on n'est plus soi-même, on rentre dans la tête du personnage principal. Et c'est presque médiumnique, c'est presque méditatif comme état. Et cette abolition de l'ego, cette abolition de soi, au moment où l'histoire, où le personnage devient plus réel que soi-même, c'est un état de grâce de l'écriture que je recherche avidement. Et c'est devenu presque une drogue. Vous racontiez que vous aimiez bien le tarot, je crois, la pratique du tarot. Est-ce que ça peut justement vous aider d'une manière ou d'une autre dans l'écriture aussi Ça m'aide très concrètement. Le tarot, je parlais tout à l'heure de Tolkien comme une des claques de mon existence. Le tarot, c'était une autre grande rencontre. À 15 ans, pour le coup, je suis tombé pour la première fois sur un tarot de Marseille. J'étais intéressé puis attiré par ces cartes un peu mystérieuses, un peu intimidantes. Je me suis familiarisé avec la pratique et depuis c'est devenu un outil de vie. Ça m'aide à prendre des décisions dans ma vie. J'ai vécu dans pas mal de pays et avant chaque expatriation, tirage de cartes. Et puis dans l'écriture aussi, quand je suis bloqué dans un manuscrit, le tarot c'est un formidable outil de créativité. Également pour mieux connaître mes personnages, je leur tire les cartes, ça me permet de connaître leurs secrets, de les bâtir. Vous savez, le tarot... Il y a parfois un contresens sur les arts divinatoires et le tarot en particulier. Les gens qui ont peur qu'on leur tire les cartes ont peur que ça leur annonce un avenir très déterministe auquel ils vont être contraints. Alors qu'au contraire, j'ai l'impression que ça ouvre des perspectives, que ça ouvre des futurs.
Souvent dans la vie, on a l'impression d'être sur un chemin tout tracé. On se raconte une histoire sur son passé, mais aussi sur son futur. Et lorsqu'on fait un tirage de cartes, c'est comme si on enlevait les œillères et qu'on voyait tous les chemins qui s'ouvrent à nous. Voilà, donc et dans un scénario, c'est la même chose. Je tire les cartes, ça va me montrer toutes les potentialités d'une situation que je pensais bloquer. Comment ça marche? Pourquoi ça marche? C'est très difficile. Il y a un mystère que je n'ai pas encore épuisé complètement, mais j'ai une intuition qu'il y a une nature très linguistique dans le tarot. Les cartes, qui sont très polysémiques en elles-mêmes, comme des mots le sont porteuses de sens, mais elles vont prendre leur sens final dans un tirage, dans leur rapport les unes par rapport aux autres. De la même manière que des lettres prennent leur sens pour créer un mot dans leur rapport les unes par rapport aux autres, et des mots dans une phrase dans leur rapport. Donc chaque tirage va donner une phrase unique qui va résonner avec le consultant. Voilà, c'est le mystère du langage finalement qui s'incarne dans le tarot. J'ouvre les yeux, ébloui. À moins que ce soit le chant des oiseaux qui m'ait réveillé, sourdant à travers les murs de ma chambre. Quelle espèce peut donc chanter ainsi, avec tant de coffres et de manière si solennelle? Je me précipite sur mon bureau, tant que les rêves de ma nuit ne sont pas encore estompés. Les 5 cartes sont là. La dernière tourne sur elle-même au rythme de la mélodie. Il faut que je me souvienne, avant que le jour dissipe totalement les souvenirs de la nuit. Je me concentre de toutes mes forces sur les images naïves des cartes, les laissant résonner avec mon âme. Leur organisation, que je croyais aléatoire, prend peu à peu un sens. Ce tirage, on me l'a déjà fait, dans un autre monde, dans une autre vie. Oui, je le devine, ou plutôt je m'en souviens. Cette croix représente le passé, le présent et le futur. Je saisis un crayon et me mets à griffonner fébrilement sur le bureau, à côté de chaque carte. Le passé, le présent, la clé de voûte, les fondations, le futur. Puis je reporte mon attention sur chaque carte, le souffle court, tandis que les trilles des oiseaux continuent de faire vibrer. Donc là, quand vous tirez les cartes de tarot, vous êtes seul. Mais quand vous écrivez, est-ce que vous êtes toujours seul ou est-ce que vous aimez poser des questions, aller chercher, je ne sais pas, vous documenter directement près de quelqu'un ou est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Il y a une phase documentaire importante pour chacun de mes romans. Lorsque je fais de la science-fiction, c'est des recherches scientifiques. Lorsque c'est de la fantaisie historique, ça va être des recherches historiques. Alors il se trouve qu'avec Internet et les bibliothèques, on a accès déjà à beaucoup de sources. Et parfois, il m'arrive effectivement d'aller interroger des personnes pour avoir directement la transmission orale. Là, dans l'histoire que je suis en train de raconter, donc Vampiria, le prochain tome, ça se passera aux Amériques. J'ai une amie américaine qui est amérindienne, elle est Sioux, et du coup, je lui ai posé des questions directement sur sa culture pour venir nourrir mon histoire. Alors, Vampiria, une de vos lectrices me disait qu'il va y avoir plein de tomes. Oui, là, ça rejoint la question tout à l'heure sur les sagas, et j'ai prévu pour Vampiria 12 tomes. Ce sont en fait 4 trilogies successives. Tous les 3 tomes, je change de personnage principal, tout en restant dans le même univers, je relance mon intrigue, et ça me permet justement d'explorer tous les recoins de cet univers. Mais à vrai dire, avec 12 tomes, je vous ai pas tout dit encore, parce que je développe aussi cet univers en bande dessinée, qui ne sont pas les adaptations des romans, mais qui vont suivre d'autres personnages dans le même monde. Autant les romans se placent du point de vue des frondeurs mortels, donc ces mortels qui essayent de résister aux joues des vampires, autant les bandes dessinées sont du point de vue de l'inquisition vampirique créée par le roi des ténèbres, justement pour réprimer tout germe de révolte. Donc ça me permet d'avoir 2 points de vue opposés sur cet univers. Et puis il y a le tarot, on en parlait tout à l'heure, j'ai créé un tarot vampirique qui intervient dans les romans. Le monde de Vampiria, c'est un monde qui est figé dans le temps depuis 3 siècles, plus rien n'évolue. Depuis que Louis XIV s'est transmuté, qu'il a accédé au pouvoir suprême, eh bien le monde lui-même s'est figé dans le temps. Il n'y a pas eu de progrès technique, il n'y a pas eu de progrès social, et de nos jours, nous sommes toujours dans les conditions du XVIIe siècle. Eh bien, j'ai voulu offrir à mes personnages un outil justement pour s'inventer un avenir dans ce monde où le passé ne veut pas passer, un tarot interdit par les vampires, que mon héroïne Jeanne va découvrir, et je me suis dit, tant qu'à faire, on va le réaliser pour de vrai, pour que les lecteurs puissent le manipuler à leur tour. Il y a un titre qu'on n'a pas évoqué, c'est Cogito. Oui. Celui-là aussi, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Ouais. Nous en parliez. Alors, Cogito, c'est un peu comme Phobos, c'est parti de l'actualité. Point de départ, le déclic, ça a été la lecture d'un article de sociologue qui nous annonçait que d'ici 30 ans, 90% des métiers qui existent aujourd'hui seront remplacés par des machines.
du fait de l'intelligence artificielle. Vous savez, l'histoire de la modernité est jalonnée de révolutions industrielles. Il y a eu d'abord la révolution du charbon. Donc là, il y a eu une première destruction de métiers. Il y avait tous les tisserands qui sont révoltés contre les machines à tisser automatiques, qui ont cassé des machines. Et bon, finalement, le progrès a suivi son cours. D'autres métiers ont été créés. Ensuite, on a eu la révolution de l'électricité. Même chose, destruction de métiers, d'autres métiers ont été créés. La révolution de l'informatique, la troisième. Et là, on est à l'orée, on a déjà commencé la quatrième révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle. Mais à la différence de toutes celles qui ont précédé, tous les métiers maintenant sont susceptibles d'être automatisés, y compris les tâches cognitives. Et notamment, ça m'a frappé, on m'a dit que d'ici 10 ans, le métier de radiologue n'existera plus. Parce qu'une intelligence artificielle est plus efficace qu'un œil humain pour repérer une tumeur naissante sur une radio. Donc ce métier qui paraît hyper qualifié, bac plus 10, n'est pas à l'abri. Il va être automatisé. Alors moi, je me suis dit, il faudrait que ce soit au centre du débat démocratique. On ne devrait parler que de ça. Or, personne n'en parle. Et c'est là que la science-fiction a un rôle à jouer. C'est de cristalliser des sujets qui peuvent paraître un peu complexes ou abstraits dans des fictions pour que les gens s'en emparent, voient vraiment les conséquences et exigent après des décideurs des comptes là-dessus. Donc j'imagine dans Cogito un futur lointain d'une trentaine d'années où 90% de la population est au chômage, vit de subsides vraiment minimum. Seulement 10% des gens ont encore la chance d'avoir accès à l'emploi. Et on commence avec Roxane, qui est une jeune fille de 18 ans et une fille d'Oxy. Alors les Oxy, c'est dans ce monde futuriste une occupation qui est donnée à certains déclassés qui ont perdu leur emploi d'être auxiliaires d'intelligence artificielle. C'est ceux qui passent derrière les robots pour faire la petite finition. Donc ses parents qui étaient comptables se trouvent à passer derrière un robot de nettoyage urbain pour ramasser les chewing-gums qui restent incrustés dans la chaussée ou ce genre de choses. Elle, Roxane, ne se voit aucun avenir, c'est un peu une punk du futur. Elle casse du robot dès qu'elle envoie avec son gang. Et l'histoire commence quand elle reçoit de manière un peu miraculeuse une proposition pour participer à un stage de programmation neuronale. On lui explique qu'on va lui injecter des nanorobots dans le cerveau pour transférer par onde Wi-Fi un savoir universel qui la transformera en génie et lui donnera peut-être une chance de décrocher son bac, qui dans le futur n'est plus le baccalauréat, mais le brevet d'accès aux corporations. Ces fameux 10% de la population qui ont encore la chance d'avoir un emploi. Bille en tête, Roxane va signer, partir pour l'archipel tropical où on va lui injecter ces neurobots, donc pour une semaine de vacances, en plus tout frais payé. Mais bien sûr, rien ne va se passer comme ça. Et c'est le début de Cogito, qui a eu aussi une réflexion sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que l'intelligence tout court. Et la surprise de ce roman, pendant la rédaction, c'est que les philosophes du passé se sont invités dans l'écriture. Je parlais tout à l'heure des poètes qui se sont invités dans Extincta, et bien ce sont les philosophes de la conscience, comme Descartes, qui peuvent paraître très poussiéreux, et je me suis rendu compte en écrivant ce livre que ce sont nos meilleurs alliés pour penser notre futur avec les machines, pour penser l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai choisi le titre de Cogito, qui fait référence au cogito cartésien, cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est vraiment le cœur de ce roman. Juste avant, on parlait de l'adaptation en BD, enfin pas adaptation, mais autre chose en BD pour Vampiria. Et ça m'avait pensé, dans les autres romans, notamment Extincta ou Cogito, il y a quand même des images aussi. Et ça, vous les travaillez, parce que je trouvais que c'était sympa, oui, c'est les cartes, par exemple, ou c'est un circuit intégré dans Cogito. Oui, des circuits imprimés avec des labyrinthes parfois. Moi, je suis très sensible, une fois encore, en tant que lecteur, à tout l'aspect graphique. Et dans Imaginaire, les littératures de l'imaginaire, je retiens beaucoup le mot image. C'est ce qui permet justement, au-delà du texte et en complément du texte, d'incarner l'univers. Donc pour chacun de mes projets, je sélectionne des artistes que je repère notamment sur les réseaux sociaux et je m'en entoure pour créer avec eux cet univers, l'étoffer. Donc je les brille pour les cartes et les différents éléments. Ça permet de rendre l'imaginaire encore plus présent, encore plus réel. Et d'ailleurs, oui, il y a un vrai travail sur l'invention de noms. Encore Extincta qui me revient, forcément, c'est celui que je connais le mieux, avec des espèces. Vous êtes penché vers le latin, beaucoup sur toute la sémantique dans Extincta. Alors effectivement, on est dans un monde futur qui est organisé autour d'un culte de Terra, qui est en fait un culte d'expiation pour les crimes écologiques des ancêtres. Et donc, chacun des derniers hommes et des dernières femmes de ce monde, à sa naissance, se voit attribuer le nom d'un animal disparu, d'après sa racine latine. Astrea, c'est l'étoile de mer. Océan, c'est le narval. Et on va également tatouer sur l'enfant l'animal en question, pour que, de manière symbolique, l'animal revive à travers cet homme
qui donc paye le prix des péchés écologiques de ses ancêtres. Tu dis c'est un peu chamanique, non, Ouais. Ça vous parle, le chamanisme Alors, c'est un champ que je connais pas très bien, mais qui m'attire beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce mysticisme, ce rapport avec la nature, avec les esprits animaux. Mais justement, dans le roman que je suis en train d'écrire, la prochaine trilogie de Vampiria qui sera aux Amériques et qui va beaucoup parler des cultures amérindiennes, on en parlait tout à l'heure. C'est un sujet sur lequel je me documente, notamment avec mon amie amérindienne, sur les esprits animaux, les esprits totems, et le grand temps de Mircea Eliade dont on parlait tout à l'heure. Ce grand temps, il est très présent dans les cultures amérindiennes. Donc là, ça me fait penser votre côté voyageur. Donc là, vous vivez aux États-Unis, c'est ça, en ce moment. Et ça nourrit aussi vos romans, le fait les voyages, tout simplement. Oui, alors je me rends compte a posteriori que j'écris jamais sur le lieu où je suis quand j'y suis. Oui, c'est ça. Il y a toujours un décalage. Donc le prochain Vampiria America là, que je suis en train d'écrire, il se passera à New York, mais où j'ai vécu pendant 5 ans, mais j'ai quitté la ville. Maintenant, je suis à Washington. Donc c'est toujours quand j'ai quitté l'endroit, finalement, que ça se métabolise dans mon esprit, que ça donne naissance à une fiction. Mais finalement, la littérature, je me rends compte qu'elle se nourrit de mes voyages réels, mais aussi au moins autant de mes voyages imaginaires, des lectures que j'ai faites. Voilà, ça fait feu de tout bois. Et on a peut-être besoin d'être comme ça, mis à distance, alors soit dans le temps ou dans l'espace, pour mieux penser. Pour mieux penser ou pour mieux s'approprier effectivement un lieu. S'il est partout autour de vous, sa réalité va sans doute va tout le temps s'imposer à vous. Alors que si vous avez pris de la distance, vous allez pouvoir le modeler à votre façon pour l'intégrer vraiment à votre imaginaire. Le 8e jour vient de mourir, donnant naissance à la 8e nuit à bord de l'Ouranos. Tout comme il y a une semaine, les soupirantes et leur entourage sont rassemblés sur le pont principal. On compte juste une délégation de moins dans la course. Tout autour du vaisseau citadelle, le mur circulaire de l'œil de l'ouragan soulève des vagues plus monumentales que jamais. Je devine que Palphébus, là-haut dans son donjon, est à l'origine de ce regain. Je reconnais le thème obsessionnel qui m'a solennellement accueilli à mon arrivée il y a 2 semaines, puis qui a furieusement mis en musique la bataille navale il y a 7 jours. Alors moi j'ai commencé au tout début quand il a sorti le premier tome de Phobos, donc une très vieille lectrice. Je trouve incroyable parce qu'il y a une variété et une diversité de personnages quand même assez saisissantes, culturellement très riches, très modernes aussi, et j'admire beaucoup pour ça. Pour ma part, j'ai commencé avec Cogito il y a quelques années et j'avais adoré parce que ça propose vraiment une réflexion super intéressante sur l'intelligence artificielle et ce qu'on peut en faire. Après je suis tombée amoureuse des Phobos quand ils sont sortis en poche, je les ai dévorés et j'aime également beaucoup la diversité effectivement qu'il y a. Voilà. En fait j'ai ouvert le livre et je ne l'ai pas lâché de l'après-midi, donc ça a plutôt bien marché je dirais. Je préfère les histoires qui ont beaucoup de tomes parce que je trouve que l'univers il a plus le temps d'être décrit. On apprend à connaître les personnages plus en profondeur et donc leur passé, leur futur, leur présent, leurs pensées. Et donc on devient un peu ces personnages grâce à l'auteur. Je vais bientôt vous libérer parce que vous avez déjà beaucoup travaillé aujourd'hui sur le salon. Je ne veux pas vous mobiliser beaucoup plus de temps, mais j'ai l'impression que vous avez un rapport justement alors là aux lecteurs et aux lectrices particulier. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça aussi ou si vous le construisez comme ça. Je ne sais pas si c'est une construction ou comment ça se passe. C'est très spontané. Moi, c'est toujours une grande joie de venir en dédicace parce que le métier d'auteur est solitaire. Il le faut, cette solitude est nécessaire vraiment pour créer cet imaginaire, pour créer ces histoires. Mais on est pendant des mois dans sa bulle d'écriture, un peu comme en hibernation, collé à son histoire. Justement, on doit oublier le monde quand on écrit. Mais comme un mouvement de balancier, c'est tout aussi important pour moi en tout cas d'aller à la rencontre des lecteurs, de comprendre pourquoi et pour qui j'écris. Parce que ça m'inspire follement de savoir que ces histoires qui me font vibrer, elles font aussi vibrer d'autres gens. Un grand moment de satisfaction et même de jubilation, c'est quand on parle des personnages avec les lecteurs comme de connaissances communes. Comme si c'était des gens qu'on avait côtoyés, eux et moi. Et ça, c'est follement inspirant. Et quand je rentre après dans mon cabinet d'écriture, j'emporte toutes ces discussions avec moi. Et ça me nourrit pendant des mois. Oui, j'ai l'impression d'ailleurs, parce que les lectrices qui m'ont parlé de vous, elles aiment se plonger, en fait, rester longtemps avec vos personnages. C'est vraiment quelque chose qui a l'air d'exister. Oui, fort, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur cette littérature de fantasy, de science-fiction, qui nous met dans un temps long, qui nous arrache à ce côté hyper morcelé du quotidien, de la modernité, et qui nous permet de se réapproprier le temps. Je pense que c'est ça aussi qu'on vient chercher dans ces littératures de l'imaginaire. Je vous remercie beaucoup, Victor Dixon. J'invite tout le monde, de tous les âges, à découvrir vos sagas et vos romans, hors saga d'ailleurs. Merci beaucoup. Et donc, à la suite de cet entretien, les lectrices auront la parole.
Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était super. Et puis on a encore 2 jours de salon là, donc il faut tenir le coup, mais c'est avec plaisir. Bon courage. Merci. Mesdames et messieurs, gentilshommes, pirates, nobles dames et seigneurs vampires, veuillez accueillir à son orgue le capitaine de l'Ouranos, Pâle Phébus, pour que résonne la sonate des ouragans et que se déchaînent les éléments. Bonjour Omblina Armeneux. Bonjour. Vous travaillez chez Robert Laffont pour les salons, les libraires, tout ce qui est rencontres, c'est ça ? Oui, je m'occupe des relations libraires et salons, c'est-à-dire faire le lien entre les auteurs et les librairies ou les organisateurs de salons pour organiser des dédicaces ou des rencontres en salon, simplement. Alors est-ce que Victor Dixon, c'est un bon client, comme on dit ? Alors Victor Dixon, c'est un très bon client, c'est très agréable de travailler avec lui parce que, alors déjà les libraires le connaissent, l'aiment, ont tous ou en tout cas très nombreux envie de l'inviter. Et puis Victor Dixon a une vraie relation avec ses lecteurs par les réseaux sociaux. Il les suit, il les connaît et il est toujours très très motivé pour aller à la rencontre de ses lecteurs en librairie et il est toujours partant pour traverser la France en train pendant 15 jours quand il est en France et c'est vraiment agréable de pouvoir rendre service et surtout de pouvoir faire plaisir aux libraires en organisant chez eux des dédicaces avec Victor Dixon. Oui, je l'ai vu prendre des photos avec certaines de ses lectrices. Il y a beaucoup de lectrices, mais pas que, mais quand même beaucoup. Et oui, il joue le jeu à fond, il discute avec ses lecteurs pendant les dédicaces, ça dure longtemps, c'est un véritable échange. Il y a des selfies ensuite. Il y a vraiment, les lecteurs qui le rencontrent, on vive un moment privilégié avec lui et c'est ça ce qu'ils viennent chercher et c'est ça ce que Victor aime leur donner aussi. Je crois savoir que vous êtes aussi une lectrice de l'auteur. Alors tout à fait. Moi j'ai lu la série Vampiria en arrivant chez Robert Laffont. J'ai lu d'abord avec un regard professionnel on va dire et je me suis laissée complètement attraper, complètement avoir par cet univers de la cour du roi Soleil qui n'est plus la cour du roi Soleil, qui est devenue la cour du roi des ténèbres, par une aventure de vampire. J'en avais pas lu depuis très longtemps, depuis que j'étais ado. Tout est génial, tout est... Vraiment, on plonge dans une histoire directement, on est complètement embarqué et j'ai dévoré les 3 volumes de la série d'un seul coup avec grand plaisir. Oui, parce que moi j'ai commencé Extincta et je me disais, genre, je sais pas si on dit Extincta ou Extincta, mais bon... On peut dire les deux, moi je dis Extincta, mais... Je dis Extincta, ça fait un peu latin. C'est ça. Parce que c'est les espèces qui disparaissent. Ouais. En fait. Est-ce que c'est pas presque un peu dommage de le mettre dans la littérature comme ça, jeune adulte, ou est-ce que on se dirait pas c'est de la littérature pour tout le monde, quoi, entre guillemets. Alors je sais pas, après je sais bien qu'il faut des collections. Voilà, exactement, mais c'est tout le cœur du problème en librairie. C'est que certains s'arrêtent à young adult, non c'est bon, c'est pas pour moi, j'ai passé l'âge. Et en fait non, c'est un univers d'histoires qu'on nous raconte, de voyages qui nous emportent, et c'est ça ce qu'on aime, et qu'on aime ça quand on a 18 ans ou quand on en a 50. C'est tout à fait possible. Mais les lecteurs de Victor Dixon grandissent, ne sont pas que les ados. Et voilà, et ils ont raison, c'est génial. Ouais, mais c'est le problème des collections, effectivement. Et il faut le tenter à tout âge. Ouais. Et dans la maison d'édition, il y a comme ça une sorte de... Il fait l'unanimité. Bon, je ne sais pas si je peux poser ce genre de questions, mais bon, je la pose quand même. Il fait l'unanimité, Victor. Ouais. Il est, en fait, il est très impliqué dans le travail aussi, et il est là à chaque étape de la parution d'un livre. Alors bien évidemment l'écriture, ça va sans dire, mais tout le travail éditorial. Mais il est aussi très présent dans le travail pour ce qui est du travail marketing, dans les relations libraires. Il connaît les gens et il sait ce qu'il veut et donc c'est vraiment agréable de travailler avec lui parce que on travaille tous ensemble dans le même sens, vers le même but. Et c'est vraiment chouette, moi je trouve, de pas être seul face à son écran et de n'avoir aucune relation avec cet auteur, avec son auteur. Voilà. Mais à toutes les étapes, il est très impliqué. Oui, parce que c'est vrai que souvent on dit que le métier d'auteur c'est un métier solitaire, mais bon, il y a plusieurs phases. Il y a plusieurs phases, exactement. Et lui, il sait travailler entouré de tous pour que ses livres puissent rencontrer le maximum de lecteurs possible et avoir un impact le plus grand possible. Je vous remercie. Mais je vous en prie. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.